Salut à tous, alors dans cette vidéo, ça sera une vidéo conseil, c'est eux qui m'ont envoyé ces informations, et encore une fois, on ne parle pas que de véhicules électriques, je trouve que c'est très intéressant, les occasions, donc 10 bons breaks à partir de 6 000 €, j'en connais pas mal, il y a des motorisations aussi que je connais très bien, on va lire déjà dans un premier temps l'article, et je te dirai donc ce que j'en pense, enfin je l'ai déjà lu, et j'ai trouvé que c'était en tout cas très intéressant. Donc le premier véhicule, ça sera celui qui est le plus ancien, le 207 SW. SW est pas hyper joli à l'intérieur, je trouve. C'est pas que c'est plastique ou intemporel, honnêtement, je trouve que ça vieillit plutôt bien. À partir de 4 000 €, faudra éviter à mon sens le HDI, surtout s'il est pas mal kilométré. Donc on va être à 1400 litres, donc c'est plutôt pas mal lorsque on va rabattre les sièges. Donc au niveau de la fiabilité, c'est ce qui parle, hein. Le 1,6 litre VTI essence à distribution donc variable, donc c'est d'origine PSA BMW. À éviter quand même le 1,6 litre diesel HDI 110-112. Donc moi je partirais plutôt sur le 1,6 litre VTI. Et d'ailleurs ce qui m'étonne c'est qu'il ne parle pas du 1,4 litre. Donc normalement il doit y avoir le 1,4 litre. Moi le 1,4 litre je l'ai eu sur une 206 Plus. Et bon, je devrais pas forcément le dire en vidéo parce que c'est logiquement interdit. Mais de mettre de l'éthanol, 50-70%, ça passe très bien. Attention aussi à la boîte de vitesse, c'est une boîte normalement 5. Et quand elle commence en fait à chauffer cette boîte et qu'on commence à faire pas mal de kilomètres, elle commence à craquer. Donc elle est pas folle. Pareil pour la boîte robotisée, donc voilà, d'ailleurs c'est ce qui parle, boîte de vitesse, rapport dur, trianglerie ou câble, butée d'embrayage fragile sur boîte 5. Ouais. Tu vois, donc franchement l'article est très bien fait. Donc moi en tout cas je privilégierais, si j'ai un petit budget, une 207 SW en 1,6 litre VTI, voire franchement, si tu cherches pas du tout les performances, donc c'est 120 chevaux, ça va être le 1,4 litre qui est, je crois, en 75. Hein, il a existé en 70 et 90 chevaux. Il est très bien. Hein, c'est un dérivé, de toute façon, de ses anciens moteurs, même si le 1,6 litre, donc le THP VTI, est une nouvelle génération. Pareil, il doit exister aussi en THP, en 150, à éviter. Donc, ça va être la même chaîne, malheureusement. Donc, au niveau de la distribution, mais on va avoir le turbo en plus, etc. Donc, des contraintes à partir de 100, 150, 200 000 km. Donc c'est des véhicules quand même qui ont près de 20 ans. Donc ça peut très vite coûter. Moi je privilégierais en tout cas plus une Clio, je la trouve esthétiquement beaucoup plus jolie extérieure. À l'intérieur c'est un peu plastique mais beaucoup plus, on va dire, valorisante que la 207, hein, qui est beaucoup plus vieille, hein, puisqu'elle est 2007. Donc pour 2 000 € de plus, c'est un budget à partir de 6 000. Donc on va voir que c'est plutôt dans les 10 000 € 2013-2020. Donc le diesel est très bien, par contre le 1,5 litre DCI, et il faudra plutôt éviter l'essence, donc le 4 cylindres, le 1,2 litre TCE qui est en 120. D'ailleurs j'avais conduit la Twingo et je l'ai reconduit il y a peu, ce 0,9 90 chevaux, il est très creux, il est très bruyant, la boîte est plutôt pas mal, la boîte aussi à double embrayage est plutôt pas mal, ils en parlent, donc un certain nombre de défaillances et risques de panne graves sur certains 1,2 litre de TCE. Moi je pense que ça sera à éviter, les pilotes du dimanche en ont parlé, beaucoup de youtubeurs en ont parlé, voilà, d'ailleurs il n'y a que sur internet, hein, parce que quand tu regardes les émissions, tout est très bien. Merci à Automoto, en tout cas je trouve d'être relativement franc là-dessus. Le moteur TCE 90 à coût de fonctionnement, calculateur à reprogrammer, le TCE 120 sur consommation d'huile, ouais, c'est le problème malheureusement des injections directes et toutes ces huiles etc. nouvelles, le DCI 90, allumage du voyant anti-pollution, des démarreurs remplacés, frein risque d'usure d'une durite par frottement. Train roulant, claquement sur chaussée dégradée. Donc 1,5 litre DCI, 90 chevaux dynamique, 2013, 55 000 km, je ne comprends pas comment on peut faire 55 000 km en près de 10 ans. Ça veut dire 5 000 km par an, c'est une hérésie. Donc on peut prendre un véhicule kilométré DCI, 150, 200 000, le tout c'est qu'il soit bien entretenu. Après il n'y a pas grand chose dessus, il va falloir vérifier bien sûr la courroie, et je crois que chez Renault les courroies sont très fréquentes, hein. Quand j'avais un 1,6 litre, le RS entre guillemets, donc de chez Renault, qui faisait 128 ou 133 chevaux, c'est le même, c'est tous les 4 ans, donc la courroie c'est beaucoup, et je sais plus, dans les 60 000 km par rapport aux 3 minutes de litre HDI que j'avais, qui étaient tous les 8 ou 10 ans, et c'était 160-180 000 km. Le 1 litre 2 TCE 120 chevaux GT, 10 000 €, moi je mettrais pas en tout cas là-dedans. Dacia Logan MCV, le 2. Alors esthétiquement, ça a quand même mal vieilli, si on peut dire, à partir de 6 500 €. Moi, je préférais dans ces cas-là prendre une Clio. Après, grossièrement, en termes de châssis, moteur, c'est la même chose. Donc, à éviter, pareil, le petit moteur.
Même si là, il n'y a pas le 1,2 litre 75 chevaux, et très bien, c'est l'ancien. Donc le gros avantage qu'il peut avoir, c'est le 7 places. Donc fiabilité, rarement grave, c'est de l'ancienne génération, les problèmes sont néanmoins assez nombreux. Alors le problème des Dacia, c'est que c'est très simple, pour avoir eu d'ailleurs une Dacia Logan, mais à partir de 100 000, tout au fur et à mesure commence à claquer. Donc les vitres, les moteurs de vitres, je sais pas pourquoi, tu as un catalyseur, tu as un truc, c'est des pièces fiables, mais très peu onéreuses, de pas mauvaise qualité, hein. C'est des pièces très très basiques. Donc, à la fois qui vont demander un remplacement pas de bonne qualité régulièrement, mais par contre qui coûtent pas trop cher. Donc on peut trouver ça chez Oscar ou autre ou quoi que ce soit. Fiabilité, rarement grave, les problèmes sont néanmoins assez nombreux, bah, c'est ce qu'ils disent. Moteur, perte de puissance, câblage, donc stop and start, relais, 1,9 litre. Moi je l'éviterai, hein. Je prendrais plutôt dans ces cas-là le 1,2 litre 75 chevaux, c'est un petit peu léger mais ça suffit largement. Le 1,5 litre DCI, moi j'avais le 1,6 litre et le 1,6 litre dessus et qui faisait 90 chevaux de mémoire complètement dégonflé. Et il y a aussi un 1,4 litre à la base en essence et je lui mettais pratiquement 100% d'éthanol. C'est juste à l'allumage où c'était compliqué, mais c'était assez impressionnant, 70-80%. Par contre, voilà, des petites réparations. Donc, mais c'est pas forcément que sur le moteur. Voilà, donc je te dis, la vitre, j'ai eu le potentiomètre, le calculateur. Bah, toutes ces petites choses-là, ça 100 balles par-ci, 100 balles par-là, si tu fais par toi-même. Parce que pareil, si tu vas chez au garage, un lève-vitre, c'est 300-400 balles. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, la direction, défaut de violette, de crémaillère, de rotule, et il y a aussi des problèmes au niveau de la barre stabilisatrice, hein, je crois de mémoire, j'avais pas mal de crémaillère aussi. Donc, encore une fois, c'est des petites choses qui, bon, au pire des cas, comme c'est pas le moteur, il peut continuer à rouler, mais plein de petits emmerdements. Donc si tu ne vas pas, si tu as envie d'un véhicule confortable, prends plutôt dans ces cas-là une Clio, puisque le 1,9 litre, moi j'éviterai. Et pareil, hein, je comprends pas, un DCI 2013, 60 000 km, 9 400 €. On peut privilégier un véhicule qui est à 100-150 000 à partir du moment où il a été bien révisé. D'ailleurs, ce qu'il faut regarder dans ces cas-là à chaque fois, c'est les préconisations du constructeur et de voir si les grosses réparations sont passées. Souvent à partir de 5 à 10 ans, on a des grosses réparations, des courroies accessoires, etc. Bah, si elles sont passées, on sait qu'on est reparti, des triangles, etc. On sait qu'on est reparti souvent sur 10 ans. Peugeot 308, 2 SW. Bon, ça va être très compliqué au niveau des moteurs. De 2014 à 2021, à partir de 7 000 €, le véhicule a un style très sympathique extérieur, intérieur aussi très intéressant. Donc 1660 litres, donc c'est vraiment un très beau break, très pratique. Par contre, le moteur, le 3 litres cylindre PureTech, c'est juste une catastrophe. Super la pub en plein milieu. La boîte EAT6, elle est pas folle robotisée, mais dans l'ensemble, ça peut aller. Fiabilité, assez bonne fiabilité, malgré parfois des problèmes graves sur le 1,2 litre PureTech. Ça peut arriver, ça arrive trop fréquemment, et je dirais que dans ces cas-là, il vaut mieux prendre la Dacia, qui va te coûter des petites choses 100 balles par-ci, parce que là, si tu as un moteur, c'est entre 6 et 10 000 € facilement. 1,6 litre Blue, 120 chevaux, calage, distribution, bruit, démarreur, voyant de distribution, allumage, etc. Donc c'est une catastrophe aussi. Train roulant, donc si tu veux un diesel, prends le 1,5 litre et tu prends une Clio, elle est un petit peu plus petite, il y aura moins de volume, elle sera un petit peu plus ancienne, mais au moins tu auras un véhicule relativement fiable. Donc faut compter quand même 10, 11, 12 000 pour des véhicules qui ont près de 5, 6, 7, 8 ans, ça fait vraiment beaucoup. La Mégane 4 Estate. Donc là, ça peut être intéressant puisque on voit à partir de 9 000 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix, j'ai l'impression depuis 2016. Véhicule donc allongé, 27 cm de plus, 4,63 m, donc attendement donc en Estate, elle est assez intéressante. Par contre, par rapport au 308, tu vois 1430 litres, donc un petit peu moins. Ce qui est important toujours, c'est la fiabilité donc globale. Donc comme je t'ai dit, les vides, boîte de vitesse, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau électronique, et puis après c'est le moteur, c'est ce qui va coûter finalement le plus cher. Donc toujours le 1,2 litre TCE à éviter, 1,3 litre qui est très intéressant en collaboration avec Mercedes, boîte robotisée EDC qui a été améliorée, et surtout pas normalement le 1,6 litre DCI si c'est le biturbo. Alors c'est une catastrophe celui-ci, donc assez peu de pannes graves, mais un certain nombre de défauts récurrents. Le moteur 1,6 litre DCI, défaut de sonde, oxygène, donc à oxygène, le FAP, avec perte de puissance, fuite sur circuit, injection, perte de liquide de refroidissement. Donc, moi j'éviterais. Vaut mieux dans ces cas-là partir sur le 1,5 litre qui est beaucoup mieux, ou le 2 litres. TCE, fuite, capteur de pression, transmission des émetteurs d'embrayage, donc remplacé avant été 2018, donc il faudra vérifier. Des bruits, embrayage à remplacer ou gestion, ça coûte un bras, hein. C'est entre 2 et 4 000, voire 5 000 € des fois. Vidange préconisé,
Freinage, des blocs ABS remplacés. Donc voilà, train roulant, des desserrages à l'avant, dis donc, avec une usure prématurée des pneus, des changements de train arrière, c'est quand même assez bruyant, assez important. Électronique, dysfonctionnement de l'écran multimédia, donc Airlink, des phares et des essuie-glaces auto, de la caméra de recul du plafonnier, des rossignols, planches de bord, toit ouvrant. Donc voilà, c'est un véhicule qui... franchement, tu as les informations, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je ne privilégierais pas dans ces cas-là, dans ces prix-là. Donc à 15 000 €, il vaut mieux peut-être dans ces cas-là prendre une Toyota Corolla Touring Sport. Mais ça commence à grimper, ça fait 17 000 € à partir de 2019. Là, on a un véhicule qui est extrêmement fiable, 1600 litres, à une longueur de 4,67 m, donc 28 cm de plus par rapport donc à la version, si on peut dire, berline, donc la compacte classique. On va avoir un 1,8 litre essence, cycle donc Atkinson, un moteur électrique, boîte CVT. On a quelque chose d'extrêmement fiable. Bon, il va falloir, je crois, c'est tous les ans les révisions chez Toyota, tous les 15 000. Donc 120 chevaux, la plus abordable. On est entre 4 et 6 litres, malgré un amortissement assez souple. Donc le véhicule plutôt bien. On peut le passer logiquement à l'éthanol, je devrais pas le dire, mais il y a beaucoup de taxis qui roulent avec ce 1,8 litre pratiquement à 100%, sans reprogrammation. Moi, je vous conseille de faire une reprogrammation. Parce que le calculateur, il risque peut-être de rouler indirectement pour vous, même s'il va se régler. Et puis surtout, si on prend un véhicule, on va regarder en dessous combien il préconise les kilomètres, 87-100 000 km par exemple. Le véhicule, s'il a roulé à l'essence, en fait, le réservoir s'est encrassé. Donc il y a un risque de nettoyer le réservoir, de boucher le filtre, notamment s'il y en a un. Donc fiabilité, excellente fiabilité à l'exception de quelques bugs électroniques et de petites défaillances des voyants. Rien de bien, on va dire, miraculeux. Je dirais qu'il y a des choses, même éventuellement, avec un lecteur OBD, tu peux le faire toi-même. Donc train avant, des cylindres blancs de barres stabilisatrices remplacés, ça peut vite coûter un bras. Sur Renault, c'est vite entre 1000 et 2000 €. On reparlera d'ailleurs, il y a la Laguna juste après. C'est ce qui peut y avoir beaucoup, c'est très fréquent. Multimédia debug, donc tu vois, c'est pas parfait non plus chez Toyota. GPS fantaisiste et peu fiable. À moi, il m'emmenait dans la mer, le GPS, c'est un truc de fou sur la Renault. Tableau de bord des voyants d'alerte d'allume, donc sapin de Noël. Exemple d'annonce, 120 chevaux active. Tu vas être à 17 000, 18 000 €. Donc si tu veux une fiabilité en termes de moteur et un véhicule que tu vas taper dans les 80, 100 000, 150 000 km, tu pourras l'amener très facilement à 200 000, 300 000 km. C'est un véhicule qui est plutôt fiable. Attention quand même au coût, puisqu'on va être aux alentours des 5 litres. Donc à l'essence, on va être à 8-9 litres. Donc on revient pratiquement à une Clio DCI qui fait pratiquement tout aussi bien et qui est pratiquement 2 fois moins cher. On va avoir donc la C5 de Toureux. Alors on va faire attention encore au moteur, mais je crois que normalement on a le 2 litres HDI, il est plutôt pas mal. De 2018 à 2017, à partir de 7 500 €. Alors esthétiquement, ça a un petit peu vieilli, mais c'est l'un des plus grands gabarits, c'est le meilleur rapport pratiquement qualité-prix. En fait, sur un véhicule SW, break ou autre, plus tu vas monter en taille, limite moins le véhicule va être cher. Et il n'est pas forcément plus cher en entretien, et il n'est pas forcément plus cher en assurance. Donc le véhicule fait 4,83 m, dispose d'un coffre et le volume donc il varie de 505 à 1462 litres, même dépourvu donc pour les suspensions Hydractive 3, voilà, réservé aux motorisations supérieures. Ce break familial à suspension traditionnelle, dite métallique, associe comportement impérial, excellent freinage et confort moelleux. Donc on va avoir au niveau des motorisations, on leur parlera des fiabilités, donc le 120 chevaux à 240, le V6 HDI, le 2,7 litres biturbo, il est increvable. Fiabilité, plus fiable que la première génération, cette C5-2 déplore toutefois un certain nombre de défaillances, en particulier sur les HDI. Ah ouais, le moteur 1,6 litre THP, démarrage difficile, bougie, rare risque de décalage de la courroie. Bah moi je l'ai eu sur mon moteur, moi je te dirais de l'éviter. Alors là je ne sais pas c'est un combien, 156 chevaux, 150, 156, 165, 180, tout ce que tu veux, moi j'éviterai. Donc le 2 litres HDI, distribution bruyante, galette tendeur, perte de puissance, admission ou turbo, démarrage bougie, injection, donc c'est le 163 chevaux, moi je l'ai eu, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est vrai qu'à 200 000 km, s'il n'y a aucune chose qui a été faite, tu vas commencer à avoir un risque de turbo, de bobine, tout ce genre de choses, donc le FAP colmaté. Ah oui, mais c'est le problème si t'es pas un rouleur, regarde, 2012, le véhicule donc a plus de 10 ans, 113 000 km.
C'est ça le problème. Donc un litis HDI, pour moi, c'est à éviter. Défaut de lubrification du turbo avec risque de casse moteur. Embrayage, patinage parfois excessif. Ça doit être la boîte 6 normalement. C'est ce que j'avais sur mon 3008. Donc la boîte 6 est plutôt bonne. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, sauf si c'est une boîte 5, notamment peut-être sur le 1 litre 6 HDI. C'est encore à fuir. C'est-à-dire que le 1 litre 6 c'est vraiment très bien. La boîte 6. Donc 2 litres HDI, et il ne parle pas donc du 2 litres 7. Il y a le 3 litres aussi, mais il est différent. Le 2 litres 7, donc il fait 204 chevaux si je ne dis pas de bêtises. C'est un moteur en collaboration avec Ford, il est exceptionnel. Donc pratiquement pour le même prix, on n'aura pas la même consommation, attention. Sur un 2 litres HDI, 3008, moi il faut compter entre 6 litres minimum et jusqu'à 8 litres si on tourne un petit peu plus en ville. Tourner en ville ne veut pas faire 10 000 km. Moi je faisais plus de 20 000, entre 17 et 23 000 km, c'est le minimum qu'il faut faire avec un véhicule donc à diesel. Mais moi j'éviterai en tout cas l'essence, sauf si on veut un petit essence, ça doit peut-être exister aussi en VTI 120, ou sinon voilà, HDI 163, ça marche plutôt bien, et si on veut un peu au-dessus, clairement le V6 2 litres 7, increvable. Attention biturbo, pareil, ça coûte cher, mais on l'entend en fait au niveau du sifflement. Si tu commences à charger et que tu commences à appuyer dedans et que tu entends en fait le bruit du turbo, tu peux pas le louper. Ça fait un bruit de sifflement, ça va faire et dès que tu vas accélérer, en fait, il va monter en charge. Donc ça veut dire que entre guillemets, il est pas mort, mais il commence à fatiguer. Et plus il va hurler, plus il va siffler, plus ça veut dire que il est sur la fin. Renault Laguna 3 Estate, j'ai failli en prendre une, le problème c'est qu'il n'y avait pas d'éthanol, il n'y avait pas d'essence et c'est plutôt des diesels. Faire attention aux diesels, il y a quand même beaucoup de choses inhérentes, non pas forcément en 2 litres DCI, donc Ford de 4,80 m, je pense que c'est celui qui a la meilleure habitabilité, le meilleur rapport qualité-prix en pack Boss par exemple, là je crois qu'il est en Boss, il est vraiment très très joli, ou des packs GT. Donc la Laguna et le Renault, donc la plus fiable de sa génération, Ford de 4,80 m, cet élégant break estate dispose d'un coffre, alors il y a des bugs de partout, un sapin de Noël à l'intérieur, oui, le GPS fonctionnait plus, la boîte fonctionne plutôt bien, j'avais plein de petites choses à la Dacia. Donc un peu mieux que Dacia. Le Fort Control, ça je l'avais pas. Au niveau donc de la qualité rigoureuse et dynamique, oui. Si la qualité des matériaux et de la finition est bonne, pour l'époque, l'amortissement pourra être jugé un brin ferme, c'est vrai, mais ça va encore. Et des plop-plop, des pocoques. Donc je me demande si à un moment donné, il n'y avait pas des barres stabilisatrices. Il faut regarder aussi la crémaillère. Enfin, c'est des choses par contre qui peuvent vite coûter 1000, 2, 3000 euros et qui sont compliquées à changer soi-même et qu'on est obligé d'avoir soit un ami, soit un bon garage. Donc le 110 chevaux, il est pas fou mais ça va. 235, on en parlera, donc du DCI, je ne le connais pas. Et puis il y a aussi l'essence bien sûr beaucoup plus chère. Donc moi celui que j'éviterai en tout cas c'est le 170 tout de suite, donc qui est à turbo avec une boîte de vitesse. Il y en avait un, je m'étais renseigné, la personne en éthanol, il était entre 14 et 17 litres, on va dire, c'est un moteur qui consomme énormément. Autant prendre le 140, et même s'il n'est pas à l'éthanol, donc d'origine, c'est le moteur Nissan. Donc en fait il est déjà surdimensionné, donc il y a déjà en fait les injecteurs, il y a déjà tout, donc au pire des cas faire une reprogrammation, mais normalement c'est exactement le même moteur. On va avoir le 205 chevaux, il marche très bien, c'est un dérivé normalement de la Mégane RS, mais pareil, ça consomme beaucoup. Et en essence, moi je privilégierais plutôt le 140, et alors je te parle même pas du V6, le 240, qui est entre guillemets un dérivé des Nissan, donc c'est le 3 litres 5 de mémoire à l'époque, et pas le 3 litres 7, donc c'est pas le même, hein, puisque normalement le 3 litres 5 il monte à 280, même 313 je crois, ou 330, jusqu'à 330, donc c'est pas à éviter, mais c'est un gouffre financier le problème. Donc sur les diesels, on reparlera de la fiabilité juste après. Intéressant, hein, 130, 150, 175, 180, c'est le même, c'est le 2 litres HDI, donc c'est le turbo, on va dire, comment il est gavé. Plus tu vas gaver, et plus le moteur, en fait, entre guillemets, va se fatiguer. Donc fiabilité, malgré des rappels, donc cette Mégane 3 et la familiale française et la Renault, la plus fiable de sa génération. Elle était garantie 3 ans, 150 000 km, moteur 2 litres, 16V, donc bobine pouvant griller. Oui, elles sont données même en éthanol, les bobines, de mémoire à 10 ans, je crois, 180 000 km. C'est complètement délirant. Non, les bougies, pardon. Donc moi, lorsque je suis arrivé à 180 000 km, d'ailleurs, j'ai changé bobine-bougie. Si on sait faire soi-même... Alors par contre, le 2 litres, c'est le même moteur, bien sûr, que certaines Mégane, le M4R, si ma mémoire est bonne. Il faut regarder un tuto. En fait, il faut enlever l'admission dessus. C'est une catastrophe. Bon... quand on sait faire au final et qu'on regarde un bon tuto, c'est ce que j'aime sur YouTube, ça se fait bien, ça ne coûte finalement pas cher, on met des pièces de qualité.
1,5 litre DCI, perte de puissance, à-coup sifflement du turbo ou fumée à l'échappement. Ça m'étonne qu'il parle comme ça du 1,5 litre. Rare casse de turbo ou défaut donc d'inflexible. Donc est-ce que le véhicule n'est pas sous-dimensionné, le moteur, par rapport en fait au véhicule qui est quand même assez lourd à ce moment-là et assez grand. Direction, risque de fuite, tuyau donc déserti. Et rappel en octobre 2028. Bon, ça doit être fait normalement. Train avant, bruit au braquage, butée d'amortissement à remplacer. Ça commence à coûter cher, tout ce genre de choses. Barre stabilisatrice, je t'ai dit, des triangles éventuellement au niveau de la direction, etc., etc. Exemple, donc de véhicule, bah, ça coûte un bras. Moi, je l'avais payé au bout de 10 ans. Le véhicule était une première main, 170 000 km, 4 000 euros, 5 000 euros. C'est ce qu'il faudrait pas dépasser. Là, on est sur un véhicule de 2010, 2011, 80 000 km, 100 000. Le diesel est à 8 900 euros comme tu peux le voir, et l'essence est à 9 900 euros. Moi je prendrais pas le 2 litres TCE entre guillemets, formatique, il est très bien, peut-être le Fort Control, mais 205 chevaux, ça va consommer énormément. Il fonctionne 9 secondes, il fonctionne déjà très très bien. Moi je prendrais l'essence en éthanol. Donc à un moment donné, moi l'éthanol est monté jusqu'à 1,15. L'éthanol, tu vas être au minimum à 9 litres et 12 litres pratiquement. Donc à un moment donné, j'étais entre 10 et 12 litres entre guillemets en ville, et ça me coûtait 10 euros. Donc en fait, voire 12 euros quand il était à 1,15, pratiquement 15-14 euros. Là, on est à 70 centimes. Tant que l'éthanol est entre 70 et 80 centimes, ça fait un coût d'usage à 8 euros. Par contre, après, ça peut être intéressant le diesel. On va être aux alentours des 6 litres. Donc à 1,70. Par contre, on sera plus aux alentours des 10 euros. Et avec toutes les vannes légères, tous les problèmes, en fait, ce 2 litres d'origine Nissan, il est pratiquement increvable. C'est une chaîne. Tu fais bougie, bobine, tous les ans, une petite révision, 100 balles. Il y a juste le liquide, l'huile, filtre à huile, mais comme je t'ai dit, les petites choses inhérentes qu'il faut que ça soit fait. Moi, le véhicule était premier à 70 000 km, la personne n'avait, si on peut dire, rien fait. Donc, et le petit conseil que je peux donner pour ceux qui sont en essence, qui passent en éthanol, ou qui sont en éthanol, déjà le Blue, qui est à 145 chevaux, je crois, 140 c'est pareil de toute façon, en hiver, mais de toute façon à partir d'en dessous de 10 degrés, et surtout si tu es dans le nord, tu fais comme un préchauffage, donc tu appuies, si tu as la carte main libre, tu appuies pour allumer le véhicule, et tu entends la pompe, tu attends quelques secondes, et après tu mets le pied sur le frein pour pouvoir démarrer, et tu accélères. Et vraiment j'éviterai, je pense, moi le 170, notamment en boîte auto, qui consomme énormément d'essence. Il va y avoir la Renault Talisman, ça peut être intéressant, on va parler attention du DCI, ce 1,6 litre qui est, si on peut dire, une véritable catastrophe. Bref, dernier concurrent du Peugeot, donc 508 SW, désormais le seul gros break français du marché, tout à fait, puisqu'il va jusqu'à 1700 litres, offrant 560 litres, donc sans rabattu. C'est l'un des derniers. On a le Fort Control qui est intéressant, genre 17 pouces, etc. Le véhicule est plutôt assez sympa, intérieur, extérieur, même si je trouve la Laguna a plutôt bien vieilli. Le souci, c'est que moi je pense que je la prendrai en TCE. Donc c'est le 1,6 litre encore, c'est exactement le même moteur qu'il y a dans la Clio, ça y est, je sais plus si c'est la 4 normalement, et la 3 RS, puisqu'après c'est le 1 litre 370, si je dis pas de bêtises. Donc fiabilité correcte, mais assez aléatoire d'un modèle à l'autre. Oui, tout à fait. Tout moteur, donc démarrage impossible. Relais de fusible ou blocage du Neyman, pas terrible. 1,6 litre DCI, fuite d'huile sur le carter de distribution, de carburant, d'urine d'injection ou d'eau, d'urine de radiateur, défaillance de la sonde à oxygène. En fait, ce 1,6 litre, surtout avec un biturbo, je crois qu'il est en 160, mais il monte jusqu'à 240. Pour moi, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis, calme-toi. Il faut le fuir. Transmission défaillance de l'admetteur d'embrayage EDC, fuite du carter EDC 6 ou problème d'embrayage EDC 7. Tu feras ce que tu veux là-dessus. Et sinon, les boîtes de vitesse sont plutôt assez bonnes. Train roulant, bruit au niveau du Fort Control, ouais, c'est l'avantage et l'inconvénient. Actionneur, donc des rotules de direction, ouais, des trains arrière, traverse arrière ou des ressorts de suspension au braquage, usure prématurée des pneus avant, vis de suspension. Donc ça, si tu sais pas faire, c'est tout de suite des billets de 500, 1000, 2, 3000. Donc si tu commences à prendre un DCI avec ce type de choses qui n'ont pas été réglées, il faut le vérifier absolument. Donc moi, je partirais plutôt sur le 1,6 litre TCE 200 chevaux initial Paris. 15 000 euros quand même, ça fait très cher. Là où pour moitié moins, on peut avoir le petit 2 litres 240 qui fonctionne très très bien. Mais pareil, en reprogrammation à l'éthanol, il y en avait beaucoup qui l'avaient fait sur les Clio RS. Ça fonctionne donc plutôt bien. La petite Skoda superbe, et c'est le cas de le dire, elle est pas folle esthétiquement, mais ça marche super bien.
Donc on va voir les motorisations qu'on nous propose. Je connais pas mal et tout, j'ai eu quelques audits, donc de 2015 à 2023, à partir de 18 000 €, ça commence à faire cher. Récemment remplacé, cette troisième génération, donc est avant-dernière génération de la superbe restylée, mi-2019, se distingue toujours par rapport à ses caractéristiques, donc les prestations prix des compétitifs. Donc le véhicule fait 1600 jusqu'à 1950 litres, soit près de 2 mètres cubes, c'est quand même assez fort. Donc on a sans oublier une longueur de chargement qui atteint 3,10 m, c'est un truc de fou. Donc là, c'est le véhicule hors gabarit. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, puisqu'on va aussi avoir des motorisations assez folles. Ça va, beaucoup de motorisations, on est chez VAG, donc le groupe Volkswagen. On aura des 4 cylindres essence TSI, TFSI, donc sobre, diesel, les TDI, dont les plus puissants, donc s'échelonneront de 120 chevaux jusqu'à 280 chevaux. La plupart sont disponibles avec l'abrayage, donc boîte de robotisation, donc la boîte DSG. Attention que ça soit pas des boîtes DSG 7, notamment celle-ci, elle tombe en panne souvent à partir de 60-80 000 km. Donc fiabilité. La fiabilité globalement est bonne, malgré un certain nombre de défaillances sur les TDI notamment. Oui, bah ça va être le problème des filtres à particules, tout ce genre de choses. Moteur TDI, des remplacements prématurés de courroies de distribution, surconsommation d'huile possible, défaillance du boîtier de préchauffage avec allumage du voyant, transmission, des remplacements de boîte de vitesse DSG. Ouais, ça va être plus la boîte DSG 7, parce qu'en fait là tu vas retrouver de la DSG 6, donc la boîte à double embrayage, tu vas retrouver des robotisés entre guillemets à sec, donc des DSG 7 à partir de 60-80 000 km, elle lâche, tac, c'est fini. Et là je pense qu'il n'y a pas de multitronique, sauf peut-être sur les grosses motorisations. Mais là, alors, je suis plus un spécialiste, je ne sais pas si le 180 c'est un 2 litres, ou alors est-ce qu'ils ont tapé le 3 litres de 180 chevaux. Normalement, le 2 litres monte pas à plus de 240 chevaux, donc le 280 chevaux, ça doit être donc le 3 litres TDI, V6, mais je veux pas dire de bêtises, je suis pas un spécialiste. Et en essence, je ne sais pas s'ils sont allés taper le V6, mais il doit y en avoir très peu, le 3 litres 2, il n'y a pas le 3 litres qui se penche pas, qui fait donc 250 très certainement. Je pense pas qu'il y ait le 3 litres 6, j'ai un doute sur 300 chevaux. Il était sur l'ancienne génération, mais je pense pas qu'il soit sur cette nouvelle. Au moteur TDI, des remplacements, donc je l'ai dit, la boîte de vitesse, électronique, donc électricité. Des défaillances comme le radar de recul ou la batterie. Alors les radars, ça coûte un bras. Moi, je l'ai en échangé un sur entre guillemets un Cayenne, mais c'est les mêmes. Il coûte 100 balles le radar. Donc 2 radars, 200 balles. C'est peut-être un problème comme la mienne où à l'arrière en fait c'est ceux des extrémités, en fait ils sont pas assez étanches et ils prennent la boue, donc en fait ils mettent en erreur, si on peut dire, en code erreur, parce qu'ils se mettent en défaut. Donc il y a peut-être pas tous les radars à changer, ça après ça se lit au niveau de la prise. Phare, des optiques à remplacer, alors ça aussi ça coûte un bras. Donc aujourd'hui un phare, donc un optique avant, c'est entre 500 et 1000 €, sinon faut aller à la casse. Exemple d'annonce, 2 litres TDI 150 chevaux ambition, moi je trouve ça très cher. 2017, 100 000 km, et ça fait pas rêver. 1 litre 5 TSI, alors je crois qu'il faut faire très attention sur le 1 litre 5, je crois que c'est le pire à éviter, je crois que c'est le 150 chevaux. Va pas me dire pourquoi, je crois que le 160, il n'y a pas de problème. Le 180, ça va être le 1 litre 8, je suis pas sûr qu'il soit en 1 litre 5. Et ça m'étonne que ça soit déjà en 1 litre 5, normalement c'est le 1 litre 4. Donc le véhicule 2019, bon bah écoute, c'est le dernier normalement, donc ça doit être plutôt fiable. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Moi honnêtement, je partirais, en fait j'ai donné tous les avis. Donc la Skoda, je la trouve quand même un petit peu chère, même si elle est assez récente, mais je trouve qu'elle apporte rien. Je t'ai parlé du Talisman, je la trouve intéressante, mais elle est quand même assez chère. Moi je partirais dans ces cas-là sur une Laguna qui est tout aussi bien. On peut aussi avoir le Fort Control, on va avoir aussi le Bose Edition, on va retrouver les mêmes moteurs, le DCI, et on peut avoir donc l'éthanol, en fait un véhicule qui va consommer peu. On n'a pas de GPL bizarrement. Le Renault Laguna, donc comme je viens de t'en parler, donc qui est plutôt l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour un véhicule relativement grand, et sinon plus petit, je prendrais donc la Clio. Après il y a la C5 Tourer, je trouve qu'à l'extérieur elle a pas très bien vieilli et à l'intérieur ça fait un peu plastique, et attention à certaines motorisations. Par contre le 2 litres 7, le V6 HDI, il est juste exceptionnel. Après aussi il existe dans la Laguna, donc quelqu'un qui veut un moteur prestigieux, quelque chose qui fonctionne plutôt bien, et notamment en Fort Control sur la Laguna, ça peut être très intéressant. Attention, on est entre 8 et 10 litres facile. Donc et bien vérifier quand même que le turbo il fonctionne très bien. Si on veut la fiabilité, c'est clair, on prend une Toyota Corolla, mais c'est quand même assez élevé, et un véhicule donc relativement
grand. Nous avions donc juste avant la Mégane, c'est un entre-deux, donc ça peut être intéressant. Attention TCE, hein, comme toujours les 1,2 litre 4 cylindres, il peut y avoir pas mal de problèmes. Et puis bah, toujours le diesel avec les vannes EGR, etc. C'est de ça d'ailleurs qui parle sur la 308. Moi je l'éviterai, un style intéressant, un look aussi intérieur-extérieur qui a très bien vieilli, mais au niveau des motorisations, c'est vraiment pas ce qu'on fait. Oh là là, les publicités intempestives. On va avoir donc en dernier la Clio normalement. Alors la MCV, je la trouve quand même chère, hein. Donc on était à pratiquement 8-10 000 euros. Ça peut être qu'intéressant si on cherche une 7 places. Donc tu me diras ce que t'en penses, mais moi c'est mon avis en tout cas. Là normalement donc c'est la Clio, je t'en ai parlé, je trouve que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix en petite taille. Et la 207 SW qui commence à vieillir, qui est l'une d'ailleurs des plus vieilles, mais qui peut être les moins chères. Donc là moi je partirai dans ces cas-là sur le 1,4 litre qui n'ont même pas parlé, donc éventuellement même à l'éthanol, attention au diesel et attention au kilométrage avec le véhicule, donc voilà, ça peut vite coûter cher à partir de 150-200 000 km. Il faut toujours vérifier en fait les entretiens, ça c'est très important, et les préconisations, et de vérifier dans les préconisations que dans 1 an ou 2, il n'y ait pas des grosses choses à faire, et s'il y a des grosses choses, ne pas hésiter donc à négocier, ça aussi donc c'est très important. Voilà pour cette vidéo, tu me diras ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi ou pas, et qu'est-ce que tu achèterais d'autre à la place éventuellement. Sur ce, ciao à tous.